20h15, je regarde, d'accord. Bah, écoute, justement, ça te permettra de regarder la fin si tu veux. Ouais, ok. C'est-à-dire que ça te permettra de… Je t'enverrai le lien une fois que je l'aurai mis sur YouTube. Parfait, C'est un merci, lien qui désolé. n'est pas public, hein, qui est non référencé, mais quand vous avez le lien, vous pouvez revoir la réunion. Et puis on Très bien, reprendra merci. contact après en ce cas-là. D'accord. Juste, je vais te demander, puisque tu partiras en cours, est-ce que tu peux le mercredi matin, je sais que c'est ce que tu préférais, c'est ça? Oui. Et est-ce que le jeudi, si c'est pas possible le mercredi matin, est-ce que c'est possible malgré tout ou impossible? Non, ça c'est vraiment que le mercredi Que le matin. mercredi, ok. Comme ça, je verrai après comment le groupe peut éventuellement se constituer. Très bien. Merci. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Christian Miquel. J'ai une formation à la base en sciences humaines, hein. Je viens de la philosophie. J'avais fait un doctorat de philosophie sur les philosophies indiennes et orientales. C'est juste pour dire que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Dans les années 75, ça fait un certain temps, comme on dirait, mais maintenant certain, j'avais rencontré Maître Deschimarus, c'est la personne qui a amené le zen en Europe. Ce qui fait que ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais de la méditation zen, très régulièrement, quotidiennement, et, euh, et que je me suis intéressé à la méditation en plus du côté intellectuel, bien entendu. J'ai eu une activité professionnelle, je le dis à l'imparfait parce que maintenant je suis retraité et très heureux d'être retraité. Et donc, je dirigeais une société d'études qualitatives. Les études qualitatives, ça veut dire qu'on fait des réunions de groupe, des entretiens individuels avec des clients ou des consommateurs ou un peu tous les profils. Et puis, on donne des conseils aux clients. C'est un métier de psychosociologue, ce que j'étais aussi. Voilà, ça c'est pour expliquer. Il y a une dizaine d'années, j'ai découvert la pleine conscience par un ami tout simplement, hein, qui était instructeur, qui venait d'être instructeur de pleine conscience. Ça m'a beaucoup parlé pour deux aspects. D'abord pour le côté laïque et non confessionnel. Si je fais du zen, c'est simplement parce que c'est l'une des méditations les moins confessionnelles pour moi. On se met juste face à un mur et on regarde ce qui se passe, sans guidage. Donc c'est une voie un petit peu abrupte qui est difficile pour des gens qui ne sont pas habitués. Et c'est pour ça, c'était la deuxième raison, c'est que le MBSR, le programme Café Kabat-Zinn, non seulement il est laïque, mais il est très pédagogique. Et c'est vraiment sur 8 semaines d'apprendre petit à petit comment on peut gérer son stress, reconnaître ses émotions, répondre sans faire des réactions automatiques, etc. Donc je me suis formé et puis c'était avant de prendre ma retraite. J'avais l'intention de faire le switch pour passer à une activité où je me sentais plus une utilité sociale et humaine, ce qui pour moi comptait justement. Et du coup, c'est ce que je fais maintenant depuis une dizaine d'années. Donc j'enseigne depuis 10 ans le programme MBSR à la fois à des particuliers comme vous et en milieu professionnel de temps en temps. Voilà, je suis également certifié. Il y a à peu près 250 instructeurs actuellement en France, ou formateurs, peu importe comment on l'appelle. On est une dizaine à être certifiés, c'est-à-dire à avoir fait tout le programme, montrer comment on enseigne, etc. Ça, c'est un petit peu pour vous expliquer mon parcours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des éclaircissements Donc, oui. Donc, si vous avez une question, vous levez la main comme ça par Zoom, c'est plus simple de voir qu'il y a. Oui, vas-y. Oui, juste pour comprendre la différence entre les instructeurs et les gens qui ont été certifiés, c'est quoi? C'est que c'est simplement à partir du moment où tu vas trouver des instructeurs sur l'ADN, par exemple, hein, qui est le site des formateurs et des instructeurs, ça veut dire qu'on a tous passé les 3 modules de 10 jours, fait une supervision et fait déjà au moins 4 ou 5 groupes. Donc, on est tous qualifiés. Après, quand tu as fait plus de 30 groupes, que tu montres tout ton matériel pédagogique, que tu es suivi sur plusieurs mois et tout, tu peux demander une certification. Donc là, c'est beaucoup plus approfondi. On regarde comment tu enseignes, quels sont les groupes, etc. Ça permet d'aller plus loin, de se remettre en cause, de regarder en même temps qu'est-ce qu'on peut améliorer et tout. Voilà. D'accord, merci. Sinon, dès qu'on est qualifié, tous les gens que vous allez rencontrer sur l'ADM,
ils ont fait, c'est une assurance de qualité, c'est-à-dire ça vous assure qu'ils ont tous suivi les modules nécessaires pour être instructeur. Parce que sinon, on peut, comme le psychanalyste, être psychanalyste et puis se déclarer enseignant de pleine conscience. Donc, c'est juste important de savoir que c'est qualifié et certifié. Voilà. Merci pour la question. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que la pleine conscience, quel est le rapport avec le stress, et puis après rentrer dans les détails du programme, avec bien entendu un exercice pratique. Donc, pour ça, je vais vous montrer des diapos. Je vais faire un partage d'écran, vous allez me dire si ça marche. Et la consigne, c'est que si vous avez envie de poser une question, vous n'êtes pas obligé d'attendre que tout soit fini, les diapos. Vous levez la main, ou si je ne vois pas que vous avez levé la main, vous parlez bien entendu. Et puis, je vous passe la parole. Donc, vous n'hésitez pas à la fin d'une diapo ou à un moment donné, que ce soit le moins ex cathedra possible, le moins exposé possible. Donc, je vais faire mon écran partagé. Ces diapos, vous pouvez si vous le souhaitez, vous m'enverrez un mail par la suite et je vous enverrai un lien qui vous permet sur YouTube justement de retrouver toute la réunion. De toute façon, vous l'aurez la réunion puisque je suis en train de l'enregistrer. Autant pour moi. Donc, est-ce que vous voyez un écran blanc actuellement qui se partage? Oui. Ok, super. Alors, voilà, formation à la pleine conscience. Donc, je vais commencer par qu'est-ce que c'est que la méditation et quel est le rapport avec le stress. Vous allez voir que dans le programme de Kabat-Zinn, on parle énormément des neurosciences, puisqu'on s'appuie sur les neurosciences pour apprendre de manière pédagogique et laïque, non confessionnelle, qu'est-ce que c'est que méditer. Alors, je vais commencer par la méditation. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Méditer, si je prends la racine étymologique, moi j'aime bien revenir à la racine des mots, ça vient d'une racine en français, enfin en latin, en indo-européen plus exactement, qui est med. La racine indo-européenne med, ça veut dire mesurer. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas mesurer uniquement dans le sens du géomètre, mais que très vite, ça a eu le sens de mesurer, trouver la bonne mesure, dans un sens quasiment médical. Si bien que chez les latins, meditare, medicare, c'était très proche et ça voulait dire également trouver le bon remède, trouver la bonne mesure, la bonne manière de faire. Tout ça pour dire que ça a un côté souci de soi, trouver sa juste mesure, etc., dès l'origine du mot. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que le mot a changé de sens vers le Xe siècle et très souvent, si vous dites à des gens que vous avez médité, ils vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est intellectuel, c'est dans la tête, etc. Alors que ce n'est pas du tout ça. Et c'est toujours intéressant de savoir comment on a ce faux sens de croire que méditer, ça se passe dans la tête. Donc en fait, c'est très simple, c'est simplement qu'avec le christianisme, le mot méditer a changé de sens. Chez les chrétiens, méditer, c'est réfléchir sur les textes sacrés pour préparer un sermon. Donc Bossuet, par exemple, écrit des méditations. Ça ne veut pas dire qu'il va méditer comme on le fait. Ça veut dire qu'il cherche à réfléchir sur les fins dernières, la résurrection, les péchés, etc., pour préparer son sermon sur des choses importantes intellectuellement, justement, religieuses. Descartes écrit des méditations métaphysiques. Ça ne veut pas du tout dire qu'il va méditer comme nous. Ça veut dire qu'il se retire dans une pièce et qu'il se demande qu'est-ce qu'il peut remettre en doute jusqu'à trouver une certitude. Et alors, comment on a projeté ce sens intellectuel de la méditation sur ce que faisaient les orientaux, sur ce qu'on va faire? C'est tout simplement la première rencontre entre l'Occident et l'Orient, le Japon. Saint François Xavier, qui rencontre le zen en 1549, c'est le premier contact avec le zen, avec l'Orient d'ailleurs, et donc il rencontre des moines zen qui étaient en silence pendant 1 heure. C'est pas lui d'ailleurs qui les a rencontrés, c'est un frère qui était avec lui, mais peu importe. Et il revient voir François et il lui dit, ben voilà, j'ai rencontré des gens, bon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils faisaient probablement comme nous, ils devaient prier, ils étaient en silence. Et alors François Xavier demande, ah bon, et alors est-ce qu'il y a eu autre chose après? Oui, oui, après ils ont posé des questions, un peu comme dans... Alors il dit quel genre de questions? Alors il était tombé sur une séance de Zen Rinzai, qui est un zen dans lequel on a des koans. Des koans, c'est des petites devinettes qu'on vous pose qui sont destinées à court-circuiter votre habitude rationnelle, votre cerveau rationnel.
Il était tombé sur l'un des koans les plus célèbres qui était, donc je vous donne, vous pourrez y méditer après la réunion, toute la soirée, c'est quel était votre visage avant de naître. Ou alors un autre koan, c'est si vous croyez en une vie après la mort, à quoi ressemblera votre corps après la mort. Et donc il se dit, François de Sales, super, ils font comme nous, en fait, ils méditent dans le sens chrétien. Ils prient et puis ils réfléchissent à des questions profondes, religieuses, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à projeter le sens de la méditation chrétienne sur ce que faisaient les orientaux. Et qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens croient que méditer, c'est juste réfléchir à des choses sérieuses, etc. Alors que, je ne sais pas si ça va vous rassurer ou non, mais c'est pas du tout ça qu'on va faire. Méditation, c'est juste de se recentrer sur soi, sur le moment présent. D'ailleurs, François de Sales s'en est aperçu très vite. Le lendemain, il s'est dit tout content qu'il allait voir les moines zen pour leur demander à quoi ils pensaient pendant toute ce qu'ils croyaient être une prière. Donc il les a vus pendant 1 heure en silence et leur dit à quoi vous avez pensé. Il était sûr qu'on allait lui répondre à Dieu, l'immortalité de l'âme, le purgatoire, tout ce qu'on peut faire comme question théologique profonde. Et à sa grande surprise, il a eu que des réponses du genre qu'il y avait de la poussière sur mon pied, que j'avais une corvée qui m'embêtait à faire tout à l'heure, que j'avais une douleur dans le dos, etc. Se méditer, c'est pas du tout dans la tête, c'est dans le corps. Juste être présent à ce qui se passe en moi à chaque instant dans mon corps. C'est une pratique de recentrage sur soi, être aligné, le corps et l'esprit qui font qu'un. Dans le taoïsme, bien entendu, on va totalement retrouver ça aussi, bien entendu. C'est un acte de présence à soi. Juste cette capacité de revenir sur se recentrer à l'intérieur de soi. Dans ce sens-là, c'est une pratique qui a toujours existé. Alors bien entendu, elle existe beaucoup en Orient. C'est là que la méditation était le plus développée, à partir du chamanisme et à partir des techniques de recentrage sur le souffle, dans le yoga, etc. Méditer en sanskrit, ça se dit bhavana. Bhavana, c'est cultiver quelque chose en soi, cultiver cette fameuse présence. L'utilisation chez les Grecs anciens, la méditation, elle n'existait pas telle quelle, mais des actes de recentrage sur soi, ça existait. C'était ce qu'on appelait les askésis. Des exercices de remémoration du jour, du passé, des exercices de concentration, comme on va faire dans la méditation, des recherches de la sagesse, bien entendu, chez les Grecs anciens. Démocrite vous disait que le but de la vie, c'était l'euthymia, qui est la joie, le bien-être à cultiver en soi. Ça pourrait être signé par Christophe André aujourd'hui. Quand on passe chez les latins, ça va s'appeler l'épiméléia. C'est ce que Michel Foucault, le philosophe, a appelé le souci de soi, le soin de soi. Faire des examens de conscience, des tâches qu'on va faire dans la journée, exercer sa mémoire, faire attention à soi, au moment présent. Le fameux dicton latin que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être appris dans votre jeunesse, carpe diem. Cultive, cueille le moment présent. Ça pourrait être le slogan de la pleine conscience. Juste se recentrer sur le moment présent. Chez les chrétiens, si le mot méditation est souvent une référence à un texte des évangiles ou autre pour réfléchir dessus, pour se l'intégrer, ce qui est beaucoup plus proche de la méditation chez les chrétiens, ça va être ce qu'ils appellent la contemplation ou les oraisons, où on cherche à être juste présent à ce qu'il y a au plus profond de soi, sa foi ou le Christ ou le Saint-Esprit, ou etc. Voilà, tout ça pour dire que c'est une pratique de recentrage sur soi qui existe dans toutes les civilisations, dans le taoïsme en Chine, je n'en ai pas parlé là, etc. Simplement, au XXe siècle, avec la laïcisation, la sécularisation des religions, ça revient avec beaucoup plus de force et de manière laïque également, pas forcément religieuse. Des questions par rapport à cette première petit éclairage? Donc, si je devais résumer, méditer, ce n'est pas dans la tête, c'est juste d'être présent dans son corps, le corps et l'esprit juste alignés. Alors, après ça, c'est pour faire une première petite, un premier éclairage sur la méditation. Pourquoi on parle de stress en même temps? On a vu que ça peut être des motivations pour venir, bien entendu. Hein, et donc, je vais me servir des neurosciences. Je vais d'abord faire très schématiquement. Bien entendu, on ira beaucoup plus loin dans le cours du programme. Très schématiquement, dans notre cerveau, on a 3 grandes parties.
La partie la plus ancienne, c'est notre cerveau reptilien, qui est responsable de mes instincts de survie. Je suis agressé, je vais contre-attaquer ou alors je vais m'enfuir si j'ai l'impression que je peux pas répondre. Ça, c'est mon cerveau reptilien. Après, à l'époque des mammifères, il y a un deuxième cerveau qui a été développé, une deuxième partie qui est le cerveau affectif, le cerveau limbique. C'est le cerveau de toutes mes émotions, qui m'envoie des émotions. Et la première chose qui est importante en pleine conscience, c'est de prendre conscience que le cerveau limbique, ce n'est pas l'ennemi. Mes émotions, ce n'est pas ce qui m'empêche d'agir de manière intelligente. Si j'ai des émotions, c'est parce qu'elles m'envoient des messages. Et ce qu'on cherche en pleine conscience, c'est à apprendre à écouter ses émotions, plutôt que, comme on l'a souvent appris dans l'éducation classique, à les refouler ou à les contrôler, à les maîtriser. Non, ce qu'on cherche, c'est juste comment pouvoir intégrer tous ces messages qui m'envoient de la partie de mon cerveau limbique. Et la troisième partie du cerveau, c'est la plus récente, c'est le cerveau cognitif. Le cerveau cognitif, c'est ma capacité, c'est ce qui a été développé le plus récemment, ma capacité de réfléchir, de raisonner, de faire des calculs, des anticipations, des jugements, etc. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand le stress s'installe, c'est très souvent qu'il y a une des trois parties qui va prendre le dessus et qui va déclencher une réaction automatique. Je me sens menacé, je vais surréagir par instinct de survie ou je vais m'enfuir. Ça, c'est mon cerveau reptilien qui prend le dessus et qui bloque une adaptation plus adéquate. Ou alors, je vais être recouvert par une émotion, par de la colère, je vais devenir violent, par de la honte, je vais plus savoir quoi faire, de la culpabilité, du trac, etc. Ça, c'est le cerveau affectif, une émotion qui me submerge, qui fait que je ne sais plus comment réagir. Ou alors, je vais réfléchir à mon problème. Et plus je réfléchis, moins je vais trouver de solutions. Le petit vélo dans la tête. Hein. Ça tourne, des ruminations mentales. Et sans arrêt de la suractivité. Il y en a un d'entre vous qui en a parlé. Ça, c'est le cerveau cognitif qui tourne à vide. Hein. Le stress, très souvent, c'est ça. C'est l'une des parties du cerveau qui va prendre le dessus et déclencher tout de suite une réaction automatique. Alors, qu'est-ce que la méditation vient faire là-dedans? Ben, elle peut simplement apprendre justement à ne pas rentrer dans cette réaction automatique, à faire un stop et à regarder ce qui se passe en soi, à essayer de rétablir le contact entre ces trois parties, par exemple, du cerveau, avec une attention stable, sereine, sans se faire embarquer dans le processus. Vous voyez à peu près comme premier éclairage? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair, c'est hyper intéressant. Voilà. Alors, on va continuer. Bien entendu, celui-là, je vais le passer, mais bon, je vais le faire puisque on a la chance d'avoir un médecin avec nous. Donc, tout ça, au niveau des neurosciences, ça s'explique par le fait qu'on a deux traitements possibles des stimuli. J'ai le thalamus sensoriel qui reçoit les stimuli externes. Il les envoie au cortex cérébral et à la substance grise périphérique. La plupart du temps, dans 90% des cas, le stimulus, il est immédiatement envoyé à l'hippocampe, qui est le siège de l'apprentissage, de la régulation, de la mémoire, et qui l'envoie du coup à l'amygdale. L'amygdale, c'est cette partie du cerveau qui est notamment le siège de la peur, du dégoût, etc., qui va créer une réaction automatique, justement. Voilà, c'est thalamus sensoriel, ça passe directement à l'amygdale, avec une réaction automatique. Ça, c'est la voie la plus courte, qui est celle de nos réactions automatiques les plus fréquentes. Si on avait que cette voie possible, on serait comme les animaux, comme les réactions automatiques. Il n'y aurait pas de capacité de liberté et de choix. Heureusement, ce qui peut se passer, c'est que, donc excusez-moi, j'étais allé trop vite, c'est qu'il y a cette deuxième possibilité d'envoyer, ça arrive au thalamus sensoriel, qui l'envoie au cortex cérébral, qui l'envoie à l'hippocampe, qui est le siège de l'apprentissage de la régulation de la mémoire, et non pas à l'amygdale, je m'étais trompé, et uniquement après à l'amygdale pour une réponse différée. Et donc, du coup, vu que je ne réagis pas tout de suite, c'est là qu'il y a une possibilité de faire un stop dans le mécanisme et d'agir sur le processus et de le réguler, de ne pas être juste en stimulus-réponse, agression, réaction automatique.
voyez à peu près comme... Donc ça, c'est ce qui nous permet, ce deuxième traitement long par le cortex cérébral, d'encoder, de traiter les émotions et de les intégrer. Alors la diapo suivante, c'est pour montrer que, bien entendu, la méditation, c'est une des méthodes de régulation du stress, c'est pas la seule. Il peut y avoir également la relaxation, la sophrologie. Vous en avez entendu parler? Relaxation, sophrologie, hypnose, tout ça. Ouais. Juste lever la main, savoir si ça vous parle, si vous avez déjà eu des... Non, bon, bah je vais vous en parler très rapidement, en passant rapidement en ce cas-là, pour vous dire en quoi la méditation et la pleine conscience, c'est à la fois proche et c'est différent. Donc actuellement en neurosciences, on dit qu'il y a 5 stratégies possibles pour s'adapter à une situation de stress. On appelle ça des stratégies cognitives d'adaptation. Ça, c'est des études qui sont faites à partir de Garnevsky aux États-Unis. Alors, quelles sont ces 5 stratégies positives pour réguler le stress? La première, c'est d'apprendre à accepter ce qui arrive comme c'est, sans le juger tout de suite. C'est très facile à dire. Vous verrez qu'il n'y a pas assez de 8 semaines pour commencer à comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'accepter ce qui m'arrive sans être tout de suite à juger. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'aime pas ça. Comment le supprimer? J'aime pas. Ah, c'est chouette, c'est génial, je vais pouvoir... J'aime, j'aime pas. Et je juge tout de suite. Et du coup, je vois plus la réalité comme elle est. Juste essayer d'apprendre à regarder la situation juste telle qu'elle est. C'est la première chose. La deuxième chose, qui est plus classique, que vous avez déjà dû entendre, c'est recadrer, relativiser. Ne pas voir un éléphant là où il y a juste une petite souris qui passe. La troisième chose, beaucoup chez les anglo-saxons, c'est de se recentrer sur le côté positif. Regarder, voir un verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ça, c'est la psychologie positive un petit peu. La quatrième chose, c'est d'apprendre à positiver ce qui va pas, ce qui est négatif. J'ai été licencié, c'est génial, je vais avoir du temps libre. Je suis pas sûr que ça marche forcément, mais à chaque fois, what's good about it, disent les Anglais. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Repositiver. Ça, c'est ce que va faire beaucoup la sophrologie. La cinquième chose, c'est bien entendu de chercher quelle est la réponse adéquate, la plus optimale, en se centrant sur l'action, sans rentrer dans la réaction automatique. Alors pourquoi je vous parle de ces 5 stratégies? Parce qu'en pleine conscience, on va se servir de 3 de ces stratégies, et il y en a 2 auxquelles on ne va pas toucher. Et ça va faire toute la différence avec la relaxation et la sophrologie. Donc accepter ce qui arrive tel que c'est sans le juger, c'est la base de la pleine conscience. C'est vraiment porter son attention sur ce qui se passe à chaque instant, sans jugement. C'est la définition de Kabat-Zinn. Recadrer, relativiser, vous allez voir qu'on le fait beaucoup aussi, notamment quand on a des douleurs, des problèmes, etc. Chercher à retrouver sa capacité de choix, à trouver des actions justes, c'est aussi, bien entendu, l'une des conséquences du programme qu'on va essayer de faire. Les 2 choses qu'on ne fait pas, c'est celles que j'ai laissées en noir. Regarder le verre à moitié plein, ça on va pas faire en pleine conscience. Pourquoi? Parce que si je dis le verre il est à moitié plein, je projette. Je surimpose mon espoir, mon optimisme. Si je dis que le verre il est à moitié vide, ben je projette aussi. Mon pessimisme, ma crainte qu'il n'y en ait plus, la peur du manque. Dans les 2 cas, je projette quelque chose. Le pauvre verre, si on lui demandait son avis, il dirait qu'il est ni à moitié plein, ni à moitié vide, il est ce qu'il est. Donc ça, on ne va pas faire. C'est toute la différence avec la relaxation. La méditation, c'est pas un cours de relaxation où je cherche à tout prix à être bien. Si vous allez bien, tant mieux. Mais c'est juste d'essayer déjà de regarder la chose comme elle est, le verre comme il est, indépendamment en se méfiant de tous mes jugements. Il est à moitié plein, il est à moitié vide, etc. Donc ça, c'est la différence avec la relaxation. Et puis, on va encore moins chercher à transformer le négatif en positif, comme en sophrologie ou en psychologie positive. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir toujours me dire, dès que quelque chose va pas, que je vais mobiliser mon énergie pour que ça aille, je peux en arriver à créer des images idéales de moi qui sont très lointaines de ce que je suis vraiment, avec des gaspes d'autant plus importants et problématiques parfois. Donc, on va juste essayer, là encore, de regarder les choses comme elles sont. Pour vous donner un exemple très concret,
on a le même exercice en méditation de pleine conscience, en sophrologie, en relaxation, ça s'appelle le body scan. C'est la première chose que vous ferez. On s'allonge par terre, ou sur un matelas ou autre, et puis vous allez scanner, comme un scanner qui remonte tout le long de votre corps, prendre conscience de chaque partie de votre corps. Si j'ai une douleur dans le dos, et que je fais de la relaxation, dès que je vais sentir que j'ai de la douleur, je vais essayer de détendre les muscles du dos. Éventuellement, je vais faire un petit massage ou demander à ce qu'on fasse un massage. Je vais mettre de la musique douce pour plus y penser. Ça, je fais de la relaxation. J'essaye de régler tout de suite le problème de manière positive. Si je fais de la sophrologie, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais localiser l'endroit où j'ai mal. Sur une inspiration, je vais descendre mon souffle dans l'endroit qui a mal. Et à l'expiration, je vais imaginer ou me représenter que la douleur est en train de ressortir. Et puis, je vais mobiliser une image mentale de mon dos en pleine santé. Je vais transformer le problème de manière à l'affronter et à ressortir quelque chose de positif. Ça, c'est de la sophrologie, ou de la pensée positive. Et tout. En pleine conscience, c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué. Quand j'ai mal, je me rends compte que j'ai mal. Ok, j'ai une douleur là. Je ne vais pas chercher à la nier, et je ne vais pas chercher à tout de suite la transformer. Je vais juste essayer de prendre conscience et de vivre avec ça. Et donc c'est là que tout le travail commence. Tiens, je m'aperçois que j'ai une douleur. Et puis mon mental, le petit vélo dans la tête, il commence. Ah oui, ça je l'avais déjà hier. Ah, c'est peut-être ma maladie chronique qui se réveille. Ah, elle est peut-être plus forte. Peut-être qu'il faudrait que, je ne sais pas si c'est pas grave. Est-ce que c'est pas en train de s'aggraver? Il faudrait peut-être que j'aille voir le médecin, de faire un examen. Zoom, je suis parti. J'ai peur. Au contraire, c'est rien du tout. J'ai pas envie d'y faire attention. Je suis plus fort que ça. Ça aussi, c'est un déni. Juste prendre conscience que je suis en train de surimposer plein de choses sur ma douleur. Et essayer de me dire, je reviens juste à la douleur comme elle est. Sans cette deuxième flèche mentale ou affective. Ça, on est en pleine conscience. Vous voyez un petit peu la différence? Donc, c'est pas un cours de relaxation, on cherche pas à aller bien à tout prix. C'est pas un cours pour transformer le négatif en positif. C'est juste apprendre d'abord à regarder les choses comme elles sont. Et chercher comment être avec ça. C'est pour ça qu'on est plus proche d'une voie de sagesse que d'une voie de développement personnel où il s'agit d'aller bien à tout prix. C'est pour ça que pour moi, c'est d'ailleurs plus proche du zen où, comme je vous le disais, on se met juste face à un mur et on regarde ce qui se passe, juste pour apprendre à regarder les choses comme elles sont. Voilà, vous voyez un petit peu plus comme manière par rapport à la sophrologie, à la relaxation. Ouais, je vois que vous hochez un peu de la tête. Pas de questions? Alors, je vais continuer. Je vais en arriver à ce gros mot de pleine conscience. Pleine conscience, c'est la traduction en français d'un mot anglais, mindfulness. Mindfulness, si je traduis mot à mot, ça veut dire mind, c'est l'esprit, fullness, la plénitude. Plénitude de l'esprit, présence pleine. Ça veut dire quoi, ça, plénitude de l'esprit? Ça n'a rien à voir avec un état mystique, transcendant, je sais pas trop quoi. C'est juste être présent à un moment donné dans sa vie, sans se projeter dans le futur, sans ressasser le passé. Donc dans ce sens-là, vous avez tous eu déjà des expériences de pleine conscience. Donc je vais vous demander simplement je vais vous laisser 30 secondes, chercher un moment dans votre vie ou une activité où pour vous, vous avez vraiment eu cette impression d'être en pleine conscience, c'est-à-dire d'être juste présent, aligné, sans vous projeter dans le futur, sans revenir dans le passé, sans même besoin de parler, juste là, présent. Je sais que j'ai des gens, ils m'ont dit c'était d'être avec leur chat ou de parler avec leur enfant. D'autres, ça peut être de se promener dans la nature, de faire un sport, d'écouter de la musique. Vous avez tous une activité, je ne vous demanderai pas laquelle, mais est-ce que vous avez tous trouvé un moment ou une activité? Faites juste un petit signe que je vois si c'est OK. Ouais. Mais la pleine conscience, c'est juste ça. C'est aussi simple que ça n'a rien de mystérieux. On a tous cette capacité d'être pleinement présent à un moment de notre vie, à ce qu'on est et à ce qu'on fait avec à chaque instant. Avec ce petit ajout que du coup, on voit peut-être les choses
comme elles sont justement, comme je vous disais, au lieu de tout de suite surimposer mes désirs, mes envies. Si je suis pleinement présent dans une forêt en train de marcher, je suis pas en train de penser que je vais prendre le bois pour en faire du feu, que je vais tuer un animal pour pouvoir le manger après. Par contre, je vais juste être à entendre le chant des oiseaux, le bruit du feuillage, la nature autour de moi, juste immergé dedans. Ça, c'est de la pleine conscience. Donc, il y a un côté de connaissance en même temps, de vision clairvoyante de ce qui est là. Ça, c'est la première définition de la pleine conscience. Vous voyez à peu près? Ce que vous pourriez dire, c'est qu'on n'est pas tout le temps en pleine conscience, bien entendu. Et que très souvent, on a ces expériences et puis la vie, elle repart. Et elle nous renvoie à nouveau dans des actes automatiques, dans des choses comme ça, etc. C'est pour ça qu'il y a un deuxième sens à pleine conscience, qui est un sens beaucoup plus opérationnel. Quand on regarde d'où vient le mot mindfulness, ça vient de l'ancien anglais. Mindful, au XIIIe siècle, c'était développer sa mémoire, être attentif. Et d'où vient ce fameux mindfulness, qu'on a traduit par pleine conscience en français? Ça vient en fait du XIXe siècle, quand les auteurs bouddhistes ont traduit les textes de Bouddha. Ils ont trouvé un mot dans les textes de Bouddha qui est sati et smriti, en pali et en sanskrit. Et qu'est-ce que c'est que ce mot sati smriti? Ça veut dire très exactement présence, attention juste. Et qu'est-ce que c'est que ce mot présence, attention juste dans le discours du Bouddha? C'est l'un des 8 moyens que préconise le Bouddha pour se délivrer de la souffrance. Et qu'est-ce que c'est que ce moyen? Parmi les 8 autres, les 7 autres, c'est simplement de prendre l'habitude de ramener son attention perpétuellement sur le moment présent, sur le souffle. Et c'est inévitable, je repartirai ailleurs. Et j'apprends à cultiver mon attention, à ramener mon attention sur le moment présent. Pour l'un d'entre vous qui disait qu'il a des problèmes de concentration et tout, c'est justement apprendre à ne pas laisser son attention disperser. Ce qui est l'une des maladies de notre époque, où on a tellement de sollicitations externes qu'on part toujours ailleurs à l'extérieur. C'est juste une opération de l'esprit, une opération de l'attention qu'on ramène perpétuellement sur le même objet. Sur le souffle, sur les sensations corporelles, etc. Donc là, vous voyez, c'est une deuxième définition beaucoup plus opérationnelle. C'est beaucoup plus un travail de l'attention pour se stabiliser. Et c'est ça qui va permettre d'être stable dans sa vie. C'est pour ça que Christophe André, que vous devez connaître, il vous dit, c'est une métaphore, bien entendu, qu'il emploie. Il vous dit que la pleine conscience, c'est de muscler son cerveau. Bien entendu, c'est pas un muscle, le cerveau. Ce qui veut dire, c'est qu'on a l'habitude en Occident de faire de la gymnastique, muscler son corps. Les orientaux, eux, ça fait des millénaires qu'ils savent muscler leur attention, muscler leur esprit. Parce que plus j'apprends à ramener mon attention perpétuellement sur le même objet, sur le moment présent, plus je vais petit à petit atteindre cette sérénité, cette capacité de voir les choses comme elles sont, etc. Voilà, donc ça c'est la deuxième définition. Souvent, moi je préfère dire pleine attention plutôt que pleine conscience du coup. Parce qu'on voit que c'est un travail de l'attention. Vous voyez à peu près? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après, les 3 grands auteurs de la pleine conscience, au XXe siècle, ils ont repris le mot mindfulness et ils l'ont traduit en français par pleine conscience. Thich Nhat Hanh, est-ce qu'il y en a qui connaissent? Vous levez juste la main, je sache si vous avez entendu parler. Ok. Thich Nhat Hanh, c'est le premier à avoir pris le mot en français. C'est normal, c'est un moine bouddhiste vietnamien qui a été très connu à l'époque de la guerre du Vietnam, puisqu'il avait pris position contre la plénitude de l'instant en pleine conscience. Bien entendu, c'est un exercice de l'attention bouddhiste à la base. Donc c'est lui qui va le populariser et le laïciser, entre guillemets, le premier. Eckhart Tolle, est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler? Vous avez la main, je vois si ça vous dit quelque chose, non? C'est un autre personnage qui va écrire Le pouvoir du moment présent. Lui, il est allemand, mais vivant au Canada. Et donc, il va parler de la pleine conscience d'une manière un petit peu syncrétiste, en remélangeant avec les autres religions, et notamment avec une relecture des évangiles. Le troisième représentant de la pleine conscience, c'est Kabat-Zinn. C'est celui dont je vais vous parler, au cœur de la tourmente, la pleine conscience. Je vous en dirai un petit peu plus sur lui après. Lui, il va
vraiment prendre une perspective totalement laïque, non confessionnelle, en s'appuyant sur les neurosciences pour amener la méditation et la pleine conscience à tout le monde. Mais les trois, quand ils emploient le mot pleine conscience, mindfulness, ils parlent de la même chose. Chez les trois auteurs, vous aurez les mêmes exercices. Des exercices sur le corps, le body scan, des méditations assises, des méditations en marchant, des méditations sur le souffle, sur les sons, etc. Vous allez trouver pareil. Donc, et chez les trois auteurs, c'est toujours de revenir sur le moment présent. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui le fait de manière plus bouddhiste, c'est Thich Nhat Hanh, un autre qui le fait de manière plus syncrétiste avec une relecture des évangiles, c'est Eckhart Tolle, et un autre qui le fait de manière entre guillemets scientifique, c'est Kabat-Zinn. Alors Kabat-Zinn également, une deuxième différence, c'est qu'il intègre le yoga. C'est-à-dire que vous verrez que dans le programme MBSR, il y a également des séances de yoga pour développer la pleine conscience dans des mouvements. Voilà, ça c'est un petit peu intellectuel pour le moment, mais c'est juste pour vous donner une impression sur qu'est-ce que c'est concrètement que la pleine conscience. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Non, pas du tout. Eh bien, puisque vous avez compris intellectuellement, vous devinez ce qui va arriver, c'est qu'on va passer à la pratique, hein, puisque c'est pas dans la tête, c'est dans le corps, la pleine conscience. Donc je vais vous proposer de faire 10 minutes à quart d'heure d'une petite méditation de pleine conscience, que vous voyez concrètement comment ça se passe. Donc ce que je vous propose, la posture est importante. Dans la méditation de Kabat-Zinn, on sera, et surtout en Zoom, c'est pas la peine de se mettre sur un coussin de méditation, sauf si vous avez déjà l'habitude. Vous pouvez très bien installer un coussin en ce cas-là et vous mettre en posture de méditation sur un coussin. Sinon, ça peut se faire sur une chaise, tout simplement. Par contre, sur la chaise, je vais vous indiquer quelle est la posture optimale. L'idée, c'est de vérifier que vous n'avez pas les jambes, par exemple, les pieds en dessous de la chaise, parce que vous allez être penché en avant, ni les pieds totalement penchés devant vous, comme si on était un peu avachi. Là, vous allez être trop relâché. Donc, vous vérifiez que vos pieds, que le bas des jambes est à 90 degrés, juste pour bien sentir votre ancrage dans le sol. Ensuite, vous détachez tant que c'est pas douloureux, que vous n'avez pas des problèmes qui vous obligent à avoir le dos contre le dossier de la chaise. Vous détachez votre dos du dossier de la chaise, donc vous avancez légèrement sur votre chaise, de façon à sentir l'axe vertical de votre colonne vertébrale. Puis vous vérifiez que votre cou, votre tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez rentrer très légèrement le menton, sans pencher la tête en avant. Le fait de rentrer un peu le menton, ça va favoriser la coupure du flux mental. Quand je suis perdu dans mes pensées, j'ai la tête en haut, très souvent. Donc juste ramener un petit peu le menton, ça va permettre de favoriser cette coupure. Vous pouvez basculer légèrement le ventre vers l'avant, creuser un tout petit peu le dos, mais surtout pas trop. Ça va vous libérer la cage thoracique pour mieux sentir votre souffle. Et puis ensuite, vous pouvez surtout, quand vous vous installez dans cette posture, décontracter les épaules, décontracter la mâchoire inférieure. Dans la méditation, il ne faut pas être contracté. Il faut essayer, une fois que j'ai trouvé ma posture, de lâcher prise. On va pouvoir commencer la méditation. Je vais faire 3 petits coups de gong et vous amener petit à petit à cette méditation. Donc vous pouvez fermer les yeux si vous voulez bien ou les laisser mi-clos. Au premier coup de gong, vous pouvez décider de laisser à l'extérieur toutes les pensées avec lesquelles vous êtes venu. Ce qui s'est passé avant ce moment, ce que vous attendez de la réunion, ce qui va vous attendre après la méditation. Deuxième coup de gong, vous pouvez retourner votre regard à l'intérieur de vous-même. Et au troisième coup de gong, vous recentrez juste sur le moment présent. Le moment présent, c'est ici et maintenant. Dans la pièce où vous vous trouvez, face à cet écran, sur cette chaise,
Attentif aux sensations de contact de vos pieds avec le sol, votre ancrage dans la terre, sensation de contact du fessier avec la chaise, cherchant une assise aussi stable et confortable que possible, puis sentant votre colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur de votre tête serait la corolle. Puis en sentant cette élévation naturelle vers le ciel. Puis quand vous êtes ainsi recentré dans votre posture, dans votre corps, on va en profiter pour faire un premier point météo de votre météo intérieure, juste pour comprendre qui vous êtes ici, maintenant. Cette météo intérieure, c'est quelles sont les sensations physiques que vous sentez maintenant dans votre corps. À quel endroit vous sentez quelque chose passer? Ça peut être une sensation agréable ou une sensation désagréable ou une sensation neutre. Et puis, quel est votre état émotionnel du moment? Cherchant un mot ou deux pour le cerner. Ça peut être par exemple calme, agité. Ça peut être plusieurs mots, plusieurs états qui se chevauchent émotionnels. Curieux, impatient, etc. Et quelles sont les pensées qui passent actuellement dans votre esprit? Si vous avez des pensées qui passent, vous pouvez noter intérieurement si elles vous emmènent plutôt vers le futur, si elles vous ramènent plutôt vers le passé. Vous pouvez vous dire intérieurement futur, passé, et décider de revenir dans le moment présent, dans votre corps, ici, maintenant. Et après avoir fait cette météo intérieure, je vais vous inviter maintenant, si vous le voulez bien, à vous recentrer simplement sur votre souffle. Vous pouvez vérifier que votre tête ne soit pas en train de partir vers l'avant, vers le haut, bien rentrer le menton, ce qui va vous recentrer. Et juste être attentif à chaque inspiration, les sensations que vous sentez dans le corps à l'inspiration, puis les sensations que vous sentez dans le corps à l'expiration. Sans observer votre souffle de l'extérieur, comme un savant regarderait un objet sous son microscope, mais en renouant vraiment de l'intérieur avec votre souffle, vous sentant inspirer dans l'inspiration, ou est-ce que vous avez des sensations corporelles, ou vous sentant expirer dans l'expiration. Juste ce contact intime, intuitif, immédiat avec son souffle. Pour vous aider à sentir votre souffle, si ce n'est pas évident au début, vous pouvez localiser l'endroit d'où vous respirez aujourd'hui. Par moment, on peut respirer par le ventre, sentant le ventre qui se gonfle en premier, se dégonfle à l'expiration, se gonfle à l'inspiration, se dégonfle à l'expiration. Respiration ventrale, abdominale. D'autres moments, il peut s'agir d'une respiration plus haute en sentant vos poumons qui se remplissent d'air à l'inspiration et qui se vident à l'expiration. Et à d'autres moments, ça peut être une respiration uniquement haute par le nez ou par la bouche.
Localisez cet endroit d'où vous respirez actuellement. Vous pouvez inspirer un grand coup à la suite. Vous voyez où vous avez senti votre souffle se déployer. Ventre, poumon, nez. Et vous installez délicatement votre attention juste à cet endroit. Attentif à ressentir les sensations à cet endroit d'inspiration. Puis à ressentir les sensations à cet endroit à l'expiration. Juste attentif aux sensations à l'inspiration à cet endroit. Aux sensations à l'expiration à cet endroit. Bien entendu, par moments, vous allez avoir l'esprit qui part ailleurs, une douce somnolence, des jugements qui arrivent sur l'exercice, sur autre chose. C'est tout à fait naturel, l'esprit est fait comme ça, il est toujours en alerte. Pas la peine d'essayer de chasser les pensées, elles sont là. Vous vous félicitez juste de vous apercevoir que vous étiez parti ailleurs, plutôt que de vous en vouloir. Et avec douceur, bienveillance, vous revenez à votre souffle. À nouveau, vous allez partir ailleurs, c'est tout à fait naturel. Vous vous félicitez de vous en apercevoir. Et avec douceur, bienveillance, vous revenez chez vous, dans votre souffle. Encore et encore. Et en laissant petit à petit votre souffle se déployer tout seul, sans chercher à le contrôler. Pas la peine de chercher à ce qu'il soit long, profond, à le surveiller du coin de l'œil, en lâchant prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Votre souffle sait très bien respirer tout seul, il fait ça tout le temps, vous pouvez lui faire confiance, lâcher prise. Juste décider d'accompagner avec une curiosité bienveillante chaque inspiration, plus courte, plus longue que la précédente ou que la suivante. Chaque expiration, tout aussi unique, jamais la même. On va pouvoir reprendre les 3 questions du début pour clore cette méditation. Quelles sont les sensations physiques que vous sentez passer dans votre corps maintenant? À quel endroit? Agréable, désagréable ou neutre? Quel est votre état émotionnel du moment, en cherchant un mot ou deux pour le cerner? Quelles sont les pensées qui passent? En les observant, les laissant passer pour une fois sans les suivre, sans se faire emporter à leur suite. Et en revenant à chaque fois à votre souffle. Encore et encore.
puis on va pouvoir se servir des 3 coups de gong pour parcourir le sas dans le sens inverse, revenir vers le monde extérieur. Au premier coup de gong, vous pouvez, tout en gardant les yeux fermés, commencer à remobiliser des mouvements musculaires internes, sentir vos muscles dans le corps. Deuxième coup de gong, vous pouvez réintégrer vos 5 sens, être attentif à ce que vous sentez comme odeur, ressentez tactilement comme contact, gustativement comme goût, comme saveur, même les yeux fermés, visuellement, des taches ou autres. Et quels sons vous entendez à part le son de la voix. Et au troisième coup de gong, vous pouvez maintenant, lorsque vous le souhaiterez, doucement réouvrir les yeux, en cherchant à conserver cet état de présence dans votre corps, inspirant, expirant à chaque instant, relié au reste du monde à chaque instant par les 5 sens, en interrelation perpétuelle. Et quand vous rouvrez les yeux, vous pouvez découvrir les visages des autres. Voilà, alors c'était juste à Henri a dû avoir un problème de liaison. Donc on a fini la petite méditation. Est-ce que vous avez, j'aimerais bien avoir un petit feedback. Est-ce que vous avez envie de... Ça peut être un partage de vécu, ça peut être des questions, des remarques. Allez-y, l'un de vous lève la main et vous verrez, les mots ils sortent tout seuls dès qu'on a levé la main. Vas-y, Lauriane. Je me sens vraiment plus calme et apaisée, donc ça c'est très agréable. Après, j'ai eu du mal à faire abstraction quand même de tous les points. C'est d'un coup, dès que je m'évadais et que je revenais, d'un coup, j'avais très conscience des endroits où j'avais mal dans mon corps. Oui, bien sûr. J'ai eu du mal à faire abstraction de ça, du coup. D'accord. Alors, toute l'idée, je réponds en même temps. À bientôt. Donc, il nous a quittés parce que il avait prévenu qu'il allait partir. Voilà. Juste avant de partir, merci beaucoup. Merci. Et je dirais le même mot, calme. Et puis à bientôt. Et je suis désolé de devoir À vous laisser. bientôt, je vais t'envoyer le lien. Merci beaucoup. Okay. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Benoît. Ensuite, donc, c'était qui veut bien parler parce que là, je vois pas les visages. Henri ou Capucine ou... Oui, alors nous, ça m'a beaucoup détendu. Oui. Enfin, du moins, ça m'a beaucoup relaxé. J'ai un peu, à la fin, j'avais pas envie de dormir, mais enfin, disons que j'étais comme dans un peu un rêve. Enfin, je fatiguée de ma société, du coup, d'être comme ça où je me fais bercer par une voix, ça me sent beaucoup, presque, ça m'endort. Alors c'est très bien, mais en même temps, de la méditation, tu vois, c'est vraiment un bon exemple pour voir la différence entre méditation et relaxation. Oui. C'est-à-dire que on va avoir ce relâchement. Si je fais de la relaxation, comme tu dis, je vais me laisser bercer, voire même rentrer dans une douce somnolence, me sentir partir ailleurs. Ça, ce serait de la relaxation. En méditation, on va chercher à conserver sa vigilance et profiter de ce calme pour observer ce qui se passe, être encore plus pleinement présent et vigilant. Tu vois à peu près? Oui, très bien. Donc ce sera juste la différence. J'ai pas répondu à ce que disait Lauriane. Excuse-moi Lauriane. Donc effectivement, par rapport à ta question, c'était j'essaye de me recentrer sur mon souffle et puis il y a plein de choses qui vont se passer. Des douleurs dans le dos pour toi. Enfin pas dans le dos, excuse-moi, mais des douleurs, c'est pour moi ça. Des douleurs ailleurs dans le corps. Ou des pensées pour d'autres. Hein. Ben, petit à petit, l'idée et la pratique, ça va consister à pas essayer de les chasser, parce que plus je vais essayer de chasser mes pensées ou mes douleurs,
plus elles sont présentes. Donc, ça va être d'être capable de les enregistrer. Tiens, ok, il y a la douleur là, il y a la pensée qui revient, récurrente. Je l'accepte, je la laisse passer en arrière-plan. Et au premier plan, je reviens sur mon souffle. Et puis à nouveau, ça se peut qu'elle revienne. Ok, tiens, tu es là, je vais l'accepter, la laisser passer en arrière-plan et revenir sur le premier plan. Et petit à petit, ça va comme ça, calmer, je vais apprendre, c'est tout un travail entre l'attention au premier plan, l'attention en arrière-plan. Tu vois à peu près? C'est très clair. Voilà, donc c'est très naturel, hein, qu'au début, on part un peu dans tous les sens, bien entendu. Alors, ensuite, Henri ou... Vu que je vous vois pas, allez-y. Un commentaire? Ouais, merci beaucoup, c'était très agréable. Qui est-ce qui parle? Parce que je vois, j'ai pas le Henri, livre. D'accord. Voilà, je te vois mieux comme ça. Est-ce que tu as un partage de vécu à part le côté agréable, une question? C'est bon comme ça? euh, non, non, moi j'ai l'habitude de le faire sur de courts moments dans ma journée quand j'ai le temps et que je me que D'accord. mais c'est particulier parce que du coup j'ai l'habitude que ça soit ma mère que j'écoute ma mère plus ou moins qui fait Oui. danse ou quelque chose comme ça et donc Mhm. j'ai ressenti la différence entre vous et elle et les bons côtés et voilà et donc, D'accord. Mais ce donc qui est voilà. intéressant, ouais, merci pour le Ah, partage. Ce qui est ouais. intéressant, c'est que chaque instructeur va le faire de manière différente, Oui, effectivement. oui, c'est ça. Hein. Et on n'a Et, pas, contrairement à la sophrologie, on n'a pas une Bible, entre guillemets, où on a le même texte à oui, oui. réciter. C'est vraiment chacun le fait à partir de son ressenti, de sa pratique. Ouais. J'ai beaucoup aimé le, les coups de gong. Non, bol- c'est les bols tibétains. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est un petit bol tibétain que Voilà. j'utilise. C'est hyper agréable. Et ça fait vraiment entrer Ouais. dans le- Ça t'en sort de... et ça aussi, ça réveille, ça permet de bien reprendre Ouais. La vigilance et le. la. Merci. Alors, je crois que je me souviens plus, Benoît, tu as parlé aussi, non? Ou C'est Martin? bon, Martin. Martin, excuse-moi, Martin. Ouais. Ouais. Tu avais dit. Euh, Oui, Moi, vas-y. j'ai eu du mal parce que comme j'ai la tête qui tourne tout le temps, j'ai eu le sentiment d'être une éponge à émotions. Ouais. Et, et alors, je ne sais pas si c'est une bonne sensation, mais pas d'apaisement, mais au contraire, un défilement de tout ce qui s'est passé dans la journée. Euh, Oui. euh, j'ai pas eu le sentiment d'avoir décroché de la réalité. Mais ta Alors, je sais pas si réalité, c'est, c'était. Ouais. Vas-y, excuse-moi. ouais, je sais pas si c'est normal, pas normal. Mais bien Parce que sûr. bon, après, c'est les douleurs au dos qui sont arrivées. Mhm. Mais c'est surtout d'être une éponge à tout ce que j'ai vécu aujourd'hui et Eh oui, bien sûr. Donc, c'est un ça qui est. encombrement dans la tête. Bien sûr. Et au début, il y a des personnes comme toi, elles se disent, je vais être calme, et puis c'est le tohu-bohu. Hein. Exactement. Donc, je te rassure, Exactement. c'est tout à fait naturel. Et la pratique de la méditation, ça va être d'apprendre petit à petit à accepter ce tohu-bohu. C'est-à-dire, si tu cherches à vouloir tout contrôler, justement, on parlait du contrôle au début, hein, plus je vais lutter en me disant c'est pas normal, je veux être calme, je veux ça défile constamment, plus ça va accentuer le tohu-bohu interne. Mm. Et tu verras que la pratique, c'est finalement d'accepter au début le tohu-bohu, mais juste en étant stable soi-même. Et ça, c'est toujours cette pratique petit à petit. Ok, tiens, j'ai ma journée qui se défile. Au premier plan, comme je disais à Lauriane, je reviens juste sur mon souffle. Ça n'empêche pas le tohu-bohu de continuer. Mais je reviens me recentrer sur le souffle. Est-ce que tu as pu de temps en temps juste être présent au souffle? Oui, oui, oui. Et bien petit à petit, ça va être ça, l'exercice. C'est
Ok, il y a le tohu-bohu. Je vais pas m'inquiéter pour ça. Ça peut même être amusant de revoir tout ça, mais je vais pas être pris par ce fleuve. Je vais juste me revenir dans mon souffle, à l'inspiration, à D'accord. l'expiration. Et puis à Mhm. force de faire ce mouvement de va-et-vient, petit à petit le calme va se faire. Et puis petit à petit le flux mental va s'apaiser. Tu vois à peu près? Ouais, ouais, je vois. Mhm. Voilà. Donc, si je vous ai fait faire l'exercice, c'est vraiment, oui, je te donne la parole tout de suite. Si j'ai fait faire l'exercice, c'est pour illustrer les deux définitions de la pleine conscience. Le premier, c'est juste un état de présence. Parfois, mais je pense que même à certains moments, tu as pu, malgré tout, avoir des micro-mouvements un peu plus calmes Mhm. quand tu étais dans le souffle. Mhm. Et puis, on part toujours ailleurs, dans les douleurs, dans le défilé de la journée et tout. Et ben, je ramène sans arrêt mon attention sur mon souffle. Et ça, c'est la deuxième définition de la pleine conscience. Ce travail de l'attention. Ouais, Lauriane, tu voulais poser une question? Oui, non, c'était juste une remarque par rapport à ce que Martin disait. Ouais. Je me demandais si c'était normal ou pas de ne pas pouvoir décrocher. Et c'est vrai que je précise que bah, du coup, moi, je travaille pas en ce moment, donc c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus simple de ne pas refaire le fil de ma journée. Mhm. Mais les quelques fois où, quand je travaillais, justement, j'avais essayé de méditer, j'avais eu le même problème que lui, qui était que je Bien décrochais sûr. pas du tout. En fait, je fixais exactement sur tout ce qui se passait dans la journée. Et dès Mhm. que j'arrivais à peu près à me calmer, hop, il y avait un nouveau truc qui arrivait. Et en fait, je restais vraiment bloquée Voilà. sur mes pensées. Donc c'est pour dire, Tout à je fait. pense que c'est normal et qu'à l'inverse, l'apaisement que moi j'ai réussi à avoir aujourd'hui, il est plutôt lié au fait que j'ai des journées apaisées en ce moment aussi. Oui. Et puis ça permet de retirer la fausse idée qu'on a de la méditation. Je vais m'asseoir et puis magiquement, je vais plus avoir d'idées. Je vais plus avoir de pensées. Je vais plus avoir de douleur. Je vais être juste calme. Ça consiste pas à vider l'esprit, la méditation. Ça consiste à intégrer tout ce qui arrive sans être emporté dans le flux. Donc s'il y a des pensées, il y a des pensées. S'il y a des douleurs, il y a des douleurs. Donc c'est pas qu'on n'arrive pas à méditer, mais ça c'est tout ça qu'on va apprendre petit à petit. C'est à intégrer ce que je suis sur le moment donné, y compris l'agitation, y compris les choses comme ça. Voilà. Pas d'autres questions? Non, non. Alors je vais pouvoir continuer en allant un petit peu plus vite. Je vais vous dire quand même qui est Kabat-Zinn. Hein. Donc il est né en 44, c'est un Américain. C'est un Américain qui, depuis l'âge de 12 ans, faisait du yoga. Hein. Il a été initié au zen coréen, à la méditation zen, à 20 ans. Il fait des études scientifiques, c'est pour ça qu'il s'appuie sur les neurosciences, puisqu'il fait son doctorat au MIT et il a son doctorat de biologie moléculaire, son PhD, en 71. Et il commence à enseigner la génétique moléculaire à l'université du Massachusetts. Et en même temps, il était prof de yoga. Je vous en parle simplement parce qu'il donnait son cours à l'université du Massachusetts juste à côté du département de cancérologie. Et ça va avoir son importance dans la petite histoire. Pourquoi? Parce que donc il rencontrait tous les jours, des gens qui avaient des douleurs chroniques fortes, des moments difficiles à passer, etc. Et en 76, pendant qu'il faisait une retraite, il a eu juste un petit flash qui a fait toute sa vie après. C'est-à-dire qu'il était en train de faire une méditation et d'un seul coup, il s'est dit pourquoi est-ce que je ne reprendrai pas les techniques de la méditation et du yoga pour les amener aux gens que je côtoie tous les jours dans les couloirs de l'hôpital et qui ont des douleurs fortes chroniques. Et d'emblée, son idée, ça a été je vais faire ça de manière scientifique, sans aucune perspective religieuse, sans aucun gros mot, sans explication compliquée, juste pour apprendre à n'importe quel patient à apprendre à gérer ses douleurs, son stress, etc. Et c'est comme ça que le programme est né en 76 et surtout en 79 ensuite. Donc il a à peu près 30-40 ans déjà. Mais c'est le temps pour arriver en France, on en entend parler depuis une dizaine d'années. 79, il va fonder à l'intérieur de l'université du Massachusetts une clinique de réduction du stress. Donc, il demandait les docteurs qui avaient des patients qui étaient volontaires, qui avaient trop de stress ou trop de douleur, il les envoyait à Kabat-Zinn, qui leur faisait faire un programme. Alors, au début, le MBSR, il se faisait sur 10 semaines. Maintenant, il se fait sur 8 semaines, et c'était déjà la base du programme. Et vu que c'est un scientifique, il fait tout études qui l'ont rendu célèbre. La première, c'était sur
la réduction de la douleur. Et ça montre qu'en suivant le MBSR, on a une réduction jusqu'à 50% du ressenti subjectif de la douleur. Vous savez, sur les fameuses échelles de 0 à 10 de la douleur, on peut avoir une réduction jusqu'à 50%. La deuxième étude, c'était sur le psoriasis. Il prend deux populations, une population témoin qui prend les médicaments habituels et une population à qui il fait faire les techniques du MBSR. Et dans la deuxième population, il y a non seulement la guérison arrive 2 fois plus vite, mais surtout il y a un temps entre les crises de psoriasis qui est multiplié par 4. Donc ça, c'est les 2 études qui l'ont rendu connu au début, puis après il en a fait plein d'autres. 1980, ils fondent le CFM, qui est le centre. Ça, j'en parle simplement parce que c'est le centre qui s'occupe ou qui s'occupait de la formation des instructeurs. Donc moi, j'ai été directement formé et certifié par le CFM. 93, ils fondent le MBCT. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non? Oui. Alors le MBCT, c'est 2 psychiatres, Zindel et Segal, qui viennent le voir. Ils travaillaient sur la dépression et ils demandent à Kabat-Zinn s'ils peuvent faire ensemble un dérivé du programme MBSR pour les gens qui ont eu des dépressions, pour éviter les rechutes dépressives. Donc c'est exactement la même chose que le MBSR, sauf que c'est plus pointé sur éviter les rechutes dépressives, si bien qu'à partir de la 6e semaine, ils vont plus se recentrer sur quels sont les symptômes qui annoncent en général des rechutes dépressives. Les autodépréciations de soi, les pensées négatives, etc. Pourquoi? Parce que si j'en prends conscience au moment où elle se présente, ça va peut-être permettre de ne pas rentrer dans le cercle vicieux qui peut faire retomber en dépression, bien entendu. Il y a eu une étude célèbre dans le Lancet il y a 2 ans qui a pris 2 populations, une qui suivait le MBCT, une qui, donc sans les médicaments après la dépression, une qui avait les médicaments sans le MBCT. Le résultat, c'est exactement équivalent. C'est-à-dire qu'il y avait autant de non-rechutes et autant de rechutes éventuelles. Donc ça montre quoi? Que le MBCT, c'est pas un médicament miracle, hein, ça n'empêche pas de prendre des traitements si on en a besoin. Par contre, ça apprend aux gens à pouvoir gérer eux-mêmes leur dépression sans être forcément simplement avec des effets qui viennent des médicaments. Ça va apprendre à soi-même repérer les symptômes, à intervenir, etc. Voilà, et puis depuis l'an 2000, ça se développe énormément, notamment sur tout ce qui est les addictions alimentaires ou autres. Alors en France, il y en a dans plus de 800 hôpitaux maintenant dans le monde entier, des cliniques du stress. Il y en a eu bien entendu à Sainte-Anne avec Christophe André, il y en a à Pompidou, il y en a à la Pitié-Salpêtrière où je vais intervenir prochainement dans un centre antidouleur. Il y en a enfin dans plein d'endroits différents. En France, c'est David Servan-Schreiber qui en a parlé en premier, Thierry Janssen, si vous connaissez, Christophe André qui l'a énormément popularisé, qui continue. Alors aujourd'hui, Christophe André le mélange avec la psychologie positive. Mais nous, on va rester simplement MBSR classique. Et puis Mathieu Ricard, le moine tibétain. Alors pourquoi je vous parle de Mathieu Ricard qui est un moine tibétain, de bouddhiste tibétain, alors que je vous ai dit que c'était scientifique? C'est simplement parce que Mathieu Ricard, vous savez peut-être, c'était aussi quelqu'un qui avait un doctorat et qui faisait de la recherche en biologie. Donc avec Kabat-Zinn, ils ont fait un institut commun qui est l'Institute for Life, qui est celui qui s'occupe de l'étude de tous les impacts de la méditation sur le corps, sur le cerveau, etc. C'est comme ça qu'on les retrouve ensemble à ce niveau-là. Voilà, des questions par rapport à la formation. Et il existe toujours, bien entendu, Kabat-Zinn aux États-Unis, où il enseigne toujours. Des questions par rapport à ça? Vous voyez à peu près? Alors, ce que j'ai fait dans les 3-4 slides suivants, c'est que je vous ai résumé l'essentiel de ce qu'on apprend avec les études scientifiques sur l'impact de la méditation sur le cerveau et sur le corps. Donc, bien, il y a plus de 800 études, hein, vous pouvez aller voir si vous voulez, mais je fais uniquement l'essentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on médite? Ben, la première chose, c'est qu'on a froid, diminution de la température de la peau. Alors, on l'a fait que 10 minutes à quart d'heure, vous l'avez peut-être pas senti, mais quand on fera le body scan de 45 minutes, le premier conseil, c'est de prendre un pull ou une couverture parce que la température diminue toute seule.
on va moins fabriquer de cortisol du stress, ce qui fait qu'on va être moins au taquet, sans arrêt. Du coup, on va moins avoir de pensées négatives, d'anxiété, de rumination mentale. Et petit à petit, une attention qui s'installe plus sereine. Tout ça, c'est lié également à la diminution du rythme cardiaque, qui devient plus optimisé, plus régulier. Et pour ceux qui font de l'hypertension, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir aussi une régulation, une diminution de la tension artérielle. Et étrangement, qui n'était pas prévu dans les études, mais qui a été constaté, une élévation des défenses immunitaires. Donc tout ça, ça montre quoi? Que ce sont des effets qui jouent à de multiples niveaux de l'organisme. Ça, c'est pour vous montrer, ça s'est fait par hasard dans l'une de mes séances. Il y avait une patiente qui faisait de l'hypertension, donc son médecin lui avait installé un chronogramme pour mesurer tout ce qui est rythme cardiaque, etc., sur une journée entière. Ça s'est trouvé par hasard que c'était la troisième séance de MBSR. Elle est allée revoir son médecin le lendemain et lui dit, c'est quand même étonnant, après avoir vu les résultats de l'examen, il y a vraiment une chute drastique de tout ce qui était effectivement tension, rythme cardiaque, etc., qu'on voit ici, que vous voyez dans les chiffres, mais je vais vous les épargner. Et on a regardé avec elle, en fait, c'était les 45 minutes de la méditation. Donc, c'est simplement, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est simplement que si j'arrive à me recentrer sur mon souffle, petit à petit à laisser lâcher prise, justement, par rapport à tout ce qui se passe, mes ruminations mentales, mes douleurs, etc., ben les fonctions vitales se mettent un petit peu en veille, comme sur un ordinateur. Le rythme cardiaque va s'apaiser, la tension aussi, et une attention sereine s'installe. Donc c'est comme ça que on peut avoir la diminution de la pression, du rythme cardiaque pendant la méditation. Mais c'est pas mystérieux, hein, c'est juste une mise en veille. Et puis après, ça peut revenir, bien entendu. Mais petit à petit, ça va se transformer. Voilà, donc ça, je vous l'ai mis parce que ça, c'était juste une illustration ponctuelle. Alors, quelles sont les autres études qu'on fait sur le cerveau? Les électroencéphalogrammes. Qu'est-ce que vous montrent les électroencéphalogrammes? D'abord qu'il y a une plus de plasticité cérébrale, plus de circulation des influx nerveux et des circulations des parties du cerveau, entre les trois fameuses parties du cerveau dont je vous parlais, qui communiquent mieux. Et puis surtout, ce qui est le plus montré, c'est l'augmentation durable des ondes cérébrales intéressantes. C'est-à-dire, les ondes gamma vont être plus sollicitées, c'est les ondes de la cohérence de l'activité cérébrale, et les ondes alpha et θ, qui sont les ondes de la relaxation profonde, vont être beaucoup plus mobilisées aussi. Donc même si je ne médite pas pour me faire de la relaxation, ça va avoir un effet relâchant petit à petit avec ces ondes alpha et θ. Une chose intéressante qui a été faite dans une étude de Lutz, qui est un chercheur français au CNRS de Lyon, c'est qu'il a fait ces électroencéphalogrammes sur des méditants avancés, des méditants experts, des méditants débutants. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que plus on va vers les deux groupes des méditants avancés et des méditants experts, plus cette augmentation des ondes gamma, alpha et θ continue même après les 45 minutes de la méditation. Mais ça, c'est la bonne nouvelle et la grande nouvelle. C'est vraiment, ça vous montre quoi? C'est que plus je suis régulier à intégrer la méditation régulièrement dans ma vie, plus cet état qu'on a en méditation de calme, de sérénité, va se développer comme nimber la vie quotidienne. Et chez Mathieu Ricard, ça durait 24 heures, y compris quand il dormait. Bon, mais vous ne serez pas Mathieu Ricard, je ne suis pas Mathieu Ricard, mais très vite, si j'installe de la régularité, c'est comme dans toute pédagogie, ben je vais avoir des effets qui vont être pas que pendant l'effort, puisqu'il y a un effort au début de la méditation. Pas de questions? Alors la dernière chose, c'est les études qui se font avec des IRM, l'imagerie médicale. Donc classiquement dans les IRM, les parties du cerveau qui sont rouges et celles qui sont suractives par rapport à un cerveau habituel, celles qui sont en bleu, c'est celles qui sont sous-actives, en sous-activité. Donc je vais faire rapidement. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on médite? Ben, la première chose, c'est que toutes les deux parties du cerveau qui sont responsables de mes sensations internes, de ma perception de mes sensations et de mes émotions internes, sont beaucoup plus activées. Ce
Ce qui fait que je vais avoir l'introception, la perception interne de mes muscles, de mes viscères, de mes articulations, que je vais aussi mieux ressentir mes sensations corporelles avec cette deuxième zone, et qui permet aussi la régulation de la douleur. Donc je vais avoir toute une acuité corporelle et émotionnelle beaucoup plus forte. Je vais avoir également un renforcement de l'insula, qui est le siège de l'empathie, de mon lien à autrui. Je vais avoir également, le plus important, le renforcement du cortex préfrontal gauche, qui est, comme par hasard, la zone gauche des émotions positives de bien-être. Donc là aussi, même si je ne cherche pas à ce que tout aille bien, à être positif, je vais renforcer cette capacité de gérer le stress grâce à cette zone du cortex préfrontal gauche, à ne pas me faire embarquer et à être dans une zone de bien-être. Et qu'est-ce qui diminue à l'inverse, comme par hasard? C'est l'aire de Broca et l'aire de Wernicke qui sont les aires liées au langage, au stockage des mots. Donc si je résume, il y a une diminution de toute cette fonction du langage du mental, un retour aux sensations corporelles, à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, écouter ses émotions, et à l'empathie par rapport aux autres. Vous voyez à peu près? Alors le slide suivant, c'est juste pour illustrer très concrètement comment on peut avoir une diminution de 50% de la réduction de la douleur. Ça n'a rien de miraculeux ou quoi que ce soit. Ça s'explique très simplement. Je prends un cerveau témoin et je prends quelqu'un, excusez-moi. Je prends quelqu'un qui médite pas et je prends quelqu'un qui médite. Les deux, je leur envoie un courant électrique douloureux, de même intensité. Qu'est-ce qui se passe chez le sujet témoin? Cette partie du cerveau qui est capable de réguler la douleur, elle est sous-activée en rouge. Hein. Par contre, la partie de la personne qui médite, vu qu'il a appris petit à petit à relativiser, prendre conscience de la douleur et tout, eh ben, la partie du cerveau qui est capable de réguler la douleur est suractivée. Et ce qui est amusant, c'est qu'à l'inverse, l'autre partie du cerveau qui dit « aïe, ça fait mal », elle est suractive chez le sujet lambda, alors que chez le sujet qui médite, elle est en sous-activité. Donc si je résume, cette fameuse réduction jusqu'à 50% de la douleur, elle n'a rien de miraculeux, c'est simplement un jeu de bascule dans le cerveau. Ma partie qui dit « aïe, ça fait mal », j'apprends petit à petit à la réguler, la relativiser. Et la partie qui est capable de réguler la douleur, elle est beaucoup plus forte avec la méditation. Et c'est donc un jeu de bascule comme ça. Vous voyez à peu près? Alors ça, c'est juste pour rendre concrètement. Je vais passer rapidement sur les autres effets rapides du programme MBSR et de la méditation. Donc, ça favorise la plasticité du cerveau, les connexions neuronales. Ça va favoriser surtout sur le vieillissement, le fait de faire de nouvelles connexions neuronales, le fait de ramener l'attention perpétuellement sur le moment présent. Je vais faire travailler des zones du cerveau d'une nouvelle manière. Ce qui est intéressant puisqu'on sait qu'il y a une plasticité neuronale et qu'on peut faire des nouvelles connexions sans arrêt. La méditation va permettre de jouer là-dedans. Ça va améliorer la concentration, justement, le fait de ramener toujours son attention sur le même sujet. Ça va éviter cette dispersion de l'attention dont on parlait au début. Ça va développer aussi l'intuition, cette présence intuitive, comme je vous l'ai dit dans le souffle. Ça va améliorer la longévité par le ralentissement du vieillissement cellulaire. Ça, c'était une étude amusante. On savait depuis très longtemps que sous l'effet du stress, les télomères raccourcissent. Donc, la vie cellulaire raccourcit d'autant. Et Lutz, toujours lui, a eu l'idée de faire avec un autre auteur le même protocole il y a 5 ans sur les gens qui méditaient, les méditants avancés. À leur grande surprise, leurs télomères rallongeaient. C'est dans ce sens-là que ça lutte contre le vieillissement cellulaire. On a un meilleur lien entre la mémoire à court terme et à long terme, hein, à la fois être conscient de tout ce qui se passe à chaque instant et conserver à long terme cette vigilance sur 45 minutes. Diminution des troubles d'anxiété, des suites des troubles bipolaires, diminution des insomnies, de l'irritabilité. C'est ce qui se fait le plus fréquemment.
Le taux de satisfaction et de changement après le protocole, c'est entre 80 et 95%. Ça, c'est les études américaines. Moi, j'ai fait la même chose sur 250 personnes en France et j'ai entre 89 et 92% de gens qui à la fois sont satisfaits et où on a des mesures, vous verrez dans le questionnaire, qui permettent de voir qu'il y a eu une amélioration notable du score de stress. Voilà, ça c'est tout pour les études. Est-ce que vous avez des questions sur les études elles-mêmes? Non? Alors je vais passer plus sur le programme de 8 semaines. Maintenant sur le programme de 8 semaines, là c'est très théorique ce que je vous fais. Parce que j'aime bien, pourquoi je passe par les diapos? Parce que j'aime bien que les gens sachent ce que c'est avant de s'engager, bien entendu. Et puis que tout le monde ait le même corpus de connaissances. Ça permet d'homogénéiser le groupe, que chacun sache à peu près la même chose. Mais ce ne sera plus du tout théorique. À partir de la séance 1, ce n'est que de la pratique. Je montre quelques diapos, mais c'est vraiment la pratique. Donc c'est pas un cours théorique comme ça pourrait ressembler aujourd'hui. C'est pas du tout une technique de relaxation. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste lourdement. On ne vient pas à la séance en se disant c'est génial, je viens à mon cours de relaxation, je vais me sentir vachement bien après. Tant mieux si vous vous sentez bien après. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais c'est pas le but. Parfois, on rencontre des difficultés. Le but, c'est d'apprendre à mieux se connaître, de comprendre qui on est, comment on réagit en situation de stress, pour apprendre petit à petit à justement pas se faire embarquer. Donc parfois, ça peut être plus difficile. Et bien, ça rentre dans l'objectif de comment je fais quand c'est difficile, comment je fais, comment j'apprends petit à petit à gérer tout ça. Et puis, c'est surtout pas une psychothérapie de groupe. Je suis pas un psychothérapeute, je ne me permettrai jamais de vous demander le pourquoi du comment dans votre enfance ou autre. Les gens entre eux n'ont pas le droit de se poser d'intervenir comme dans une psychothérapie collective en disant qu'est-ce que ça leur rappelle, etc. Si vous êtes suivi par un psychothérapeute, c'est toujours très riche et très complémentaire parce que nous, on travaille sur l'ici et maintenant. Et en psychothérapie, on va travailler sur des modèles plus anciens ou sur des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de psychothérapeutes maintenant qui conseillent à leurs patients de faire en parallèle, effectivement, de la pleine conscience parce que c'est totalement complémentaire. Mais j'interviendrai jamais à un niveau de psychothérapie. C'est une question à la fois de déontologie et puis de compétences, bien entendu. Voilà. Si ça touche des choses sensibles chez certains, ça peut toujours se faire. Éventuellement, on en parle. Je vous demande si vous avez un suivi. Je vous indique éventuellement des gens qui peuvent être à la fois avec un profil de psychothérapie de MBSR, mais moi, je vais jamais me mettre dans cette posture. Donc ça, c'est important pour moi, en tout cas, déontologiquement, de bien préciser. Alors, comment ça se passe, une fois que j'ai dit tout ça? C'est 2h30, vous avez dû voir à chaque fois. Plutôt 3 heures la première fois. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h30? Il y a systématiquement une méditation de 45 minutes. C'est la base du protocole, du programme de Kabat-Zinn. Dans n'importe quel... Alors pourquoi 45 minutes? Dans n'importe quel apprentissage, si vous apprenez une langue étrangère, un art martial, de la musique ou quoi que ce soit, en général, le cours, c'est 1 heure. Donc vous avez de la chance, c'est que 45 minutes. C'est une manière de voir les choses. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le fait de l'habitude, de la confrontation à ramener toujours qui va muscler le cerveau, qui va faire qu'un nouveau circuit s'imprime dans le cerveau. C'est toujours guidé par l'instructeur. C'est pas une méditation où on vous laisse en silence. Je vous guide toujours. Au début, je parle beaucoup. Petit à petit, vous verrez qu'au fil des 8 semaines, je laisse beaucoup plus de silence. Ce qui vous permet de petit à petit intégrer vous-même la méditation pour vous-même. Après les 45 minutes, il y a des petites méditations courtes de 5 ou 10 minutes sur le thème qu'on est en train de travailler, puisqu'à chaque séance, on a des thèmes différents sur lesquels on travaille. Dès qu'une méditation a été faite, longue ou courte, vous êtes invité à faire le travail par vous-même, de voir qu'est-ce que vous en tirez, comme ce qu'on vient de faire après la méditation. Je vous demande de faire un feedback, soit en groupe tous ensemble, soit en petit groupe avec Zoom. Je peux vous envoyer dans des petites salles et vous vous retrouvez 2 à 2 pour parler. Et après, on reprend en grand groupe. Donc c'est vraiment une pédagogie par la pratique.
je pratique, après j'échange sur qu'est-ce que je ressens de la pratique, qu'est-ce que j'en tire, et après on revoit tout ça en groupe, et éventuellement, bien entendu, j'interviens. Je peux apporter du contenu avec des diapos, mais c'est toujours après des exercices, c'est jamais en premier. C'est juste vous montrer, en général c'est des diapos sur les neurosciences, pour vous montrer qu'est-ce que vous allez retrouver ou comment ça s'explique ce que vous avez vu dans la pratique. C'est à peu près clair comme ça? Donc beaucoup d'exercices, d'auto-apprentissage, de voir qu'est-ce que j'apprends avec ça, et quelques apports de contenu. Ça, c'est le cours en groupe. Après le cours en groupe, il y a toujours de la pratique à domicile. Je retrouve Henri qui revient. Voilà. Bonjour Henri. Donc je suis en train d'expliquer justement le programme MBSR, si tu entends. Donc il y a les 8 séances de 2h30, des exercices pratiques, des méditations de 45 minutes, des échanges comme on l'a fait après la méditation qu'on a faite ensemble, et des apports de contenu de ma part avec des diapos. Ça, c'est le cours de 2h30. Après, ce qu'on vous demande, c'est à domicile d'avoir une pratique régulière. Encore une fois, c'est comme pour n'importe quelle pédagogie. Si j'apprends un cours de musique, un cours de langue étrangère, d'art martial et tout, il y a le cours collectif avec le prof. Et après, le fait de faire vos exercices à domicile, c'est là que petit à petit, ça va rentrer. Ça va changer votre manière et petit à petit, ça va devenir plus fluide. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire une méditation de 45 minutes, 6 jours sur 7. Vous avez le droit, comme le Seigneur, de vous rêver, de ne rien faire le 7e jour, que vous choisissez quand vous voulez. Si un jour vous ne pouvez pas faire votre méditation de 45 minutes parce que vous êtes trop chargé, ce serait quand même un comble qu'un programme de réduction du stress devienne une source de stress par vous. Ce n'est pas le but. Ben, vous constatez que ce jour-là, vous n'avez pas pu. Si vous ratez votre cours d'anglais ou de guitare un jour, vous n'allez pas vous flageller et ça ne va pas vouloir dire que vous abandonnez tout. C'est aussi prendre conscience de nos limites, la pleine conscience, de ce que je peux, de ce que je peux pas, de mes limites. Donc si une fois ou deux vous pouvez pas, faites au moins la méditation de 20 minutes, de 10 minutes ou 20 minutes que vous avez. Je ne sais pas qui rentre dans le cours. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes? Allô, allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, j'ai pas votre nom. Vous pouvez dire qui vous êtes? C'est Henri. Ah, c'est Henri, entendu. Excusez-moi, oui, on a eu un problème de batterie sur mon téléphone. Ok. Attendez. Et tu as trouvé une autre solution, super. Mais bien. Donc, je continue. La pratique à domicile, c'est effectivement l'idée, c'est vraiment que c'est avec la pratique à domicile que vous allez petit à petit intégrer, que ça va devenir plus fluide de méditer. Si vous ne pouvez pas un jour, ce n'est pas grave. Vous ne faites pas ce jour-là. Mais plus vous êtes régulier, plus vous aurez les effets. Et minimalement, vous pouvez toujours faire la méditation de 10 minutes. Vous avez aussi des petites pratiques informelles, puisque le but de la pleine conscience, c'est que ce ne soit pas que pendant les 45 minutes, mais que ça s'intègre dans votre vie quotidienne. Là, ça ne vous prend pas plus de temps, puisque c'est des choses que vous faites habituellement, que je vous demanderai d'essayer de faire en pleine conscience. Et vous avez un livret d'accompagnement de 8 semaines que je vous donne. À chaque fois, vous avez une page sur les consignes de la semaine, une page sur des petits exercices à faire, une page de citations. Alors ça, c'est ce que j'ajoute en plus par rapport à d'autres instructeurs. J'aime bien vous donner juste des extraits sur le thème qu'on est en train de travailler, qui ne sont pas que de pleine conscience, ça peut être des psychologues, des philosophes ou autres, pour ouvrir un peu l'esprit, voir que ce que vous travaillez, on peut l'approfondir d'une autre manière aussi. Et puis une page blanche. La page blanche, c'est pour vous inciter à faire votre propre journal. C'est important parce que c'est vraiment, ça vous permettra après coup de voir quel a été votre parcours. Et puis au fur et à mesure de voir comment ça évolue pour vous. Donc, vous n'êtes pas obligé, on n'en parle pas en groupe, mais c'est une incitation à faire un petit peu un suivi par vous-même. Voilà, tout ça c'est à domicile. La pratique audio qui est guidée, donc c'est des fichiers MP3 que je vous envoie par Dropbox, des petites pratiques informelles et le livret. Vous avez dû voir qu'il y a un dimanche de pratique.
Ouais, J'ai vas-y. une question. Oui, c'est Henri. Oui. Du coup, c'est bien 2 heures par semaine? Comment? C'est 45 minutes par jour, une Ok, méditation audio, et puis il y a une petite méditation de 10 minutes qu'on fait quand on peut, dans la journée aussi. Donc ça fait 1 heure par jour, 6 jours sur 7, le plus possible. Plus je suis d'accord. régulier, plus je l'intègre. Ok, donc c'est à domicile que c'est un C'est à audio qu'on écoute domicile nous-mêmes? avec des fichiers audio que je vous donne, tout à fait. D'accord, c'est ça. D'accord, très bien. Voilà, et c'est du MP3 que je vous envoie, que vous téléchargez sur Dropbox. Et donc on fait un point chaque semaine avec vous Tout à fait, bien pendant sûr, 1 heure. de- tout à On fait fait. un point avec vous. Chaque semaine, on refait un point, voilà, à la fois entre vous et ensemble sur comment ça s'est passé, les difficultés rencontrées, etc. Bien sûr. Très bien. Si un jour vous ne pouvez pas, vous faites au moins la méditation de 10 minutes ou de 20 minutes. D'accord. Voilà. La journée de silence, c'est toujours après la 6e séance ou la 7e. L'idée, c'est qu'une fois que vous aurez tous les outils, ça vous permettra d'essayer d'installer de la pleine conscience sur une journée. Et puis, ça vous donnera l'idée de qu'est-ce que c'est qu'une mini-retraite d'une journée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer plein de techniques de méditation, entre guillemets, différentes. Et le but, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de choisir votre type de méditation. Donc, vous verrez qu'il y a des méditations couchées. C'est le body scan que je vous ai dit qui se fait allonger. Il y a des méditations en marchant, ce qu'on appelle une marche méditative. Il y a 2 séquences de yoga de 45 minutes que vous ferez. C'est de la méditation en faisant du yoga. Et puis, vous avez la fameuse méditation assise, dans laquelle il y a 5 types de méditation. Sur le souffle, sur les sensations corporelles, sur les sons, sur les pensées. Et à la fin, la méditation sans objet, qui est la même chose que la méditation zen. Voilà, vous voyez à peu près comment se déroule le programme? Des questions par rapport à ça? Oui, très bien. Ok. Alors après les 8 séances, je ne vais pas vous dire ce que vous apportez les 8 séances, parce que de toute façon, vous allez le découvrir, mais juste savoir qu'il y a toute une dynamique. De la semaine 1 à la semaine 4, c'est comme un sablier. On descend un peu en soi, hein, on se recentre. On va découvrir qu'est-ce que c'est que la pleine conscience, quels sont les obstacles qu'on a, comment on réagit dans des expériences agréables. Et puis en semaine 4, comment on réagit face au stress et aux expériences désagréables. Donc ça ne va pas être un cours sur le stress, ce n'est pas théorique. C'est petit à petit, chacun de vous comprendre quels sont vos modèles de réaction dans la vie, face aux obstacles, face aux événements agréables, face aux événements désagréables. Et c'est uniquement à la séance 5, quand il y aura eu ce travail sur soi, qu'on se dira, tiens, comment je peux ne pas agir de manière automatique, mais chercher une réponse différente. Gérer mon stress. Donc ça, c'est vraiment différent pour chacun, même s'il y a bien entendu un point commun. Comment on peut répondre au stress? Donc ça, c'est la séance 5. Comment on peut, dans des communications difficiles ou stressantes, installer de la pleine conscience? Et puis, donc, comment communiquer en pleine conscience? Et puis après, comment agir en pleine conscience? Et petit à petit, l'installer dans la vie quotidienne le plus possible en s'autonomisant. Et là, donc, on rouvre le sablier vers le monde extérieur. Voilà, donc c'est vraiment, il y a un thème par séance. C'est pour ça que c'est important qu'il y a vraiment un suivi. Si à un moment donné, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de rater pour une raison professionnelle, personnelle ou maladie ou autre, une séance, si c'est jusqu'à 2 fois, il n'y a pas de souci. Si vous savez à l'avance que vous allez rater 3 ou 4 séances, il vaut mieux remettre le programme à plus tard. Si ce n'est qu'1 ou 2 fois, c'est toujours gérable. Soit parce que vous allez faire dans la session parallèle, le jeudi ou mercredi, si on fait les 2 sessions, soit sinon, tant que c'est 1 ou 2 fois, je fais ce que j'appelle un rattrapage gracieusement. C'est-à-dire qu'on se donne 20 minutes, une demi-heure, un rendez-vous téléphonique ou par Zoom. Je vous demande comment s'est passée votre semaine. Je vous aurai envoyé auparavant les diapos. Je vous expliquerai ce qu'on a fait en groupe. Ça vous permet de garder le fil qui est important entre les 8 séances et de travailler à la nouvelle séance. Et comme ça, vous gardez le fil rouge et sur une session ultérieure, vous êtes invité à revenir faire la séance que vous aurez oubliée, que vous n'aurez pas pu faire. C'est à peu près clair comme ça? Donc le principal, c'est de garder le fil, justement.
Ouais. Quelles sont les valeurs, pour finir, qui sont importantes dans la pédagogie? L'absence de jugement. Vous allez voir que c'est facile à dire. Ne pas se juger et ne pas juger les autres. Ah, aujourd'hui, j'ai été super bien, j'étais concentré, j'ai eu une super méditation, je suis content. Je suis en train de me raconter une histoire sur moi-même, c'est un jugement. Hein. Ah, aujourd'hui, je suis nul, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi, je pense toujours à autre chose. Je suis en train de me raconter une autre histoire sur moi-même, qui est juste négative. Mais c'est aussi un jugement. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation, il y a juste comme j'étais sur le moment présent. Parfois, c'est facile, parfois, c'est difficile. Apprendre à s'accepter comme on est, en dehors des jugements. La non-action, pour une fois, c'est un programme où il n'y a rien à faire. Juste avoir une curiosité bienveillante, comme si c'était la première fois à chaque fois. L'expérimentation, il n'y a pas de cours à apprendre, il n'y a pas de choses à apprendre d'une fois à l'autre. C'est juste expérimenter, découvrir par soi-même, faire confiance à sa propre capacité de découverte. L'égalité des expériences et des impressions, j'y tiens beaucoup. Et je suis désolé, il n'y aura pas de bons élèves, de gommettes à donner ou de mauvais élèves. Chacun de vous va développer sa capacité de pleine conscience à sa manière, à son rythme. Personne n'est supérieur à l'autre en pleine conscience. Je ne suis pas supérieur à vous. On est tous avec la même capacité qu'on va actualiser différemment. Donc je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un gourou, je suis encore moins un maître, juste quelqu'un qui facilite chacun à mettre en œuvre sa capacité de pleine conscience. Et le but, c'est d'autonomiser, de faire mûrir chacun à son rythme pour que chacun puisse choisir son programme à la fin. Voilà, donc c'est un programme maïeutique, c'est-à-dire qu'on développe sa propre capacité par soi-même. Et le principal, c'est de prendre soin de soi, de ne pas forcer, de ne pas vouloir être un Superman ou un Superwoman de la méditation, de se mettre des objectifs. Juste apprendre à faire avec nos limites, avec nos difficultés également. Et la valeur fondamentale de Christophe André, que Christophe André explique très bien, c'est de développer de la bienveillance et de la compassion, et avant de la développer pour les autres, de la développer pour soi-même. D'apprendre à s'accepter avec bienveillance, avec compassion sur ses propres difficultés. Et c'est uniquement quand on l'aura fait sur soi qu'après la séance 6, on pourra le faire sur les autres. Voilà. Ça, c'est un petit peu les valeurs globales qui sur le programme. Donc, c'est très maïeutique, c'est vraiment la pédagogie basée sur l'expérience. Il y a quand même des contre-indications qu'il faut savoir. Si vous êtes en état dépressif aigu, il ne faut surtout pas faire le programme à ce moment-là. Si je suis en train de me noyer, ce n'est pas le moment d'essayer d'apprendre à celui qui se noie comment on nage. Il faut une bouée, ce sera les médicaments. Ce sera ce qu'il faut sortir de l'état dépressif. Après, je pourrais apprendre à nager. Je pourrais faire un programme MBSR pour éviter les rechutes, mais pas en phase de dépression aiguë, surtout pas. Pareil pour les addictions. Si je suis en phase d'addiction sans capacité de contrôle, il vaut mieux attendre le moment où j'en suis sorti et où j'ai une capacité de sortir de l'addiction et de travailler sur moi-même. Si j'ai des traitements anxiolytiques puissants qui m'empêchent de me concentrer, ce serait très sadique de vous demander de vous concentrer pendant 45 minutes sur votre souffle ou sur le moment présent. Donc là encore, il faut le gérer avec le médecin, voir s'il peut alléger le traitement, s'il est d'accord avec ça, ou s'il faut le remettre à un autre moment, ou si ça ne vous empêche pas de vous concentrer. Voilà, ça c'est les 3 contre-indications essentielles. Alors, c'est l'essentiel de toute la réunion qu'on a vue jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer la petite conclusion. Juste avant, je vous demanderai après, bien entendu, si ça vous intéresse, quel jour, etc. Et par contre, que je vous explique la suite. Si ça vous intéresse, je vous enverrai, et si vous souhaitez faire le programme, je vous enverrai 2 questionnaires qui sont préalables à toute inscription définitive. Il y a un premier questionnaire, c'est un questionnaire médical. Vous verrez que c'est simplement, assez rapidement, mettre quels sont les problèmes physiques ou psychologiques que vous avez pu avoir. Ça sert à quoi? Ça sert, vous, à prendre conscience déjà de ce à quoi il faut faire attention. Par exemple, si j'ai eu une opération de la hanche, une dépression ou autre, prendre conscience
des choses à faire attention, notamment quand on fera du yoga, par exemple, pour les aspects physiques. L'instructeur, c'est important pour lui de savoir qui il a en face de lui, et également, bien entendu, pour faire attention à vous. À notre époque de judiciarisation, vous verrez que le questionnaire médical, je le finis par vous demandant de le signer et de me le renvoyer scanner parce que ça me sert en même temps de décharge. On est à notre époque de judiciarisation de toutes choses. Vous verrez que la formule, c'est « Je reconnais que l'instructeur donne les instructions nécessaires », ça c'est surtout pour le yoga, mais que c'est à moi-même de faire attention à gérer les mouvements, faire attention à ne pas insister trop fort, etc. Ça, c'est le premier questionnaire. Le deuxième questionnaire, il est beaucoup plus intéressant, c'est le questionnaire du stress. Il vient de l'école de psychologie américaine, de psychiatrie américaine. Ce sont 53 items qui sont où vous allez avoir à vous positionner avec une échelle de valeur. Est-ce que ça m'a posé problème dans la dernière semaine ou dans le dernier mois? Pas du tout, un peu, moyennement, assez souvent, très souvent. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À la fin, vous allez avoir un score global de stress. Du coup. C'est important pour deux choses. D'abord, vous, savoir quel est votre niveau. Moi, c'est très important que je sache quel niveau de stress, entre guillemets, les gens ont quand ils viennent dans le programme. Et surtout, le plus intéressant pour vous, c'est que vous le faites avant le programme et à la dernière séance, je vous le fais refaire. Et vous avez comme ça une auto-évaluation extrêmement intéressante, donc il faut le remplir honnêtement, parce que ça va vraiment vous permettre de voir qu'est-ce qui a évolué. Ça évolue toujours. Quels sont les points qui ont évolué, puis quels sont les points éventuellement qui n'ont pas évolué ou qui restent difficiles, qui restent à travailler, bien entendu, pour vous. Donc ça, c'est très intéressant comme enseignement. Voilà. La conclusion, elle est toute simple. C'est maintenant, à tous les moments. Puis vous verrez que j'aime bien finir par les Shadok. Les Shadok sont des grands maîtres d'humour, même si c'était assez ancien. Vous verrez qu'en général, je finis toujours par un petit dessin humoristique. L'humour, c'est une qualité de la pleine conscience. Donc là, ce n'est pas les Shadok que je vous ai mis, mais c'est juste un petit clin d'œil. C'est le maître et son élève. Le maître dit à son petit élève, laisse se déployer le moment présent, il ne dépend pas de la durée de ta méditation. Et le petit élève se pose la question, mais comment ne pas le laisser passer ce moment présent? Peut-être que vous vous posez la question. Et la réponse que je vous laisse méditer ce soir, c'est « il est toujours ici et maintenant », comme paradoxe. Eh oui, on essaye de ne pas le laisser passer, mais il est toujours déjà là. Voilà. Ça, c'est pour faire un petit peu ce volet. Alors, je vais arrêter et vous retrouver, ce sera mieux. Si vous pouvez juste mettre un petit peu les visages pour les derniers échanges, si c'est possible, hein, sinon vous restez sans, si vous n'avez pas assez de réseau, bien entendu. Oui, ça va, ça va. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez, dans l'ordre où vous voulez, si vous pouvez faire un petit feedback, savoir si, si vous avez d'autres questions, bien entendu. Si ça vous intéresse, plutôt pour le mercredi, le jeudi soir, si vous avez envie de vous y inscrire. Et allez-y. Qui veut bien commencer? Je suis désolé. Vas-y. C'est Henri, c'est ça? Ah, j'entends plus. Et vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui, en fait, on est dans... On a de mauvaises connexions, mais on déménage dans 1 semaine. Dans une ouais. Plus de Wi-Fi bientôt. Et moi, j'aurais bien voulu faire bien. C'est pas grave hein, quand on ne te voit pas. Donc, Henri et Capucine, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez suivre l'une des sessions? Ah, j'ai l'impression que vous avez plus de... Est-ce que vous pouvez répondre par le biais de la discussion? Hein? Et pendant ce temps, je vais demander à Lauriane ou à Benoît, je crois. Martin. Martin, décidément, je vais y arriver, hein, désolé. Oui, mais je n'ai pas mis mon nom, c'est de ma faute. Oui, moi, je suis intéressé pour le jeudi soir. C'est ça, le jeudi soir.
Tu peux pas éventuellement le mercredi ou tu peux éventuellement le mercredi? Bah, je travaille le mercredi Donc, matin. ça peut être que le jeudi soir, hein? Ouais. Entendu. Entendu. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce que tu as vu? Non, 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 c'est clair. Ok, donc ce que je vais faire, je vais t'envoyer les 2 questionnaires. Ça Ouais, commencera pas la semaine prochaine, hein, vous avez dû voir, je l'ai décalé d'une ouais, semaine, j'ai vu, ouais. hein, pour essayer d'avoir d'autres personnes. Et donc, je vous dirai la semaine prochaine, bien entendu. Je vous reconfirmerai tout ça. Pas de souci. Entendu. Merci Martha. Et je vous revoilà Henri, qui a redisparu aussi, aussi sec. Lauriane, est-ce que tu veux bien, pendant qu'Henri essaye soit de l'écrire dans le fil de discussion, soit de le dire sans la vidéo? Vas-y, Lauriane. Du coup, moi, pas de questions. C'est très clair sur le programme et sur ce qu'il faut que j'attende pas. Et du coup, ça m'intéresse. Comme on se l'était dit tout à l'heure, moi, après, je suis plutôt dans la team du mercredi matin. C'est Après, ça. si jamais seulement le groupe du jeudi était formé, dans ces cas-là, je m'adapterai au jeudi. Ok, si impossible. Entendu. Merci. Donc la même chose, je t'enverrai les 2 questionnaires demain, Je hein, viens. et puis je vous tiens au courant la semaine prochaine, bien entendu. Super. Et ça pourra faire. J'avais Oui, une vas-y, bien question. sûr. La journée de méditation en silence. Et Oui. j'ai eu, je crois, une date à un moment. Il me semble que j'étais pas disponible à cette date. C'est pour savoir si c'était fixé, si on était... Alors ça, vu que ce sera un petit groupe, on pourra se mettre d'accord parce qu'elle peut changer. Alors, la contrainte, c'est que c'est obligatoirement semaine 6 ou semaine 7. Mhm. D'accord, ok. Alors, on va essayer de... Et puis ça peut se négocier entre nous, surtout dans un petit groupe, hein, bien entendu. D'accord, ok. Je me souviens même plus de la date, hein, mais je me souviens que je m'étais dit qu'il y avait peut-être un D'accord. problème. Ok, on se débrouillera comme ça. Ok. Alors, Henri et Capucine, c'est ça? Merci beaucoup pour ce soir. Nous n'avons plus de réseau. Nous vous envoyons un mail pour la suite. Entendu. Et Henri et Capucine, je crois que il m'avait dit que c'était le jeudi soir, je crois, hein. Mais je vais voir avec eux également. Donc, je vais leur envoyer aussi le entendu. Est-ce que vous avez d'autres dernières questions? Que ce Non, non, non. soit... Non, c'est Non, c'est bon? bon. C'est bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre participation. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Merci. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, hein, que ce soit par mail ou par téléphone. Et puis sinon, à la semaine prochaine, en contact. Très bien. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.